Je vous rassure, vous n'avez pas le poids de faire le désordre face à moi. Je vous le garantis. Donc de grâce, ne vous essayez plus. Je vous en prie. Bien. C'est l'intimidation que vous faites dans votre parti de débat. L'MS alors, le MS aussi peut aller les rejoindre. Vous permettez, monsieur Youf. Enfin, je vous avez parle parlé, aussi pour je vous ai le MS librement écouté. De grâce. On vous écoute librement, écoutez. Je dis aussi que la question. Ne montez pas votre désordre habituel ici. Je vous en prie. Aujourd'hui, il y a le FSNC, le Setiloma, il y a l'UNDP, actuellement, du ministre d'État Bello. Est-ce que du côté du MRC, vous êtes prêt à trouver les bras, tendre la main de ce côté-là pour la présidentielle, composée avec ces deux partis, ces deux formations, ces deux leaders? Vous savez, M. Sergent Auto, comme le professeur Maurice Kamto l'a toujours dit, et comme il le rappelait encore à la dernière convention de 2023 du MRC, où il disait qu'il tendait la main à tout le monde. Le professeur Maurice Kamto est ouvert à tous les Camerounais, y compris ceux du RDPC. Ça veut dire que si aujourd'hui, effectivement, il s'avère que le leader de l'UNDP et même celui du FSNC décidaient de rejoindre le MRC, par exemple, ou alors l'APC qui est déjà mis sur pied, le professeur Maurice Kamto n'a aucun problème avec nous. Le MS alors, le MS aussi peut aller les rejoindre. Vous permettez, monsieur Youf. Enfin, je vous avez parlé, je vous ai librement écouté. De grâce. On vous écoute librement, écoutez. Je dis aussi que la question. Ne montez pas votre désordre habituel ici. Je vous en prie. Pour que les téléspectateurs qui nous voient sachent que le MS aussi peut fondre une formation politique. Vous êtes sûr que vous avez le poids de apparemment, jouer vous êtes sûr que vous avez le poids de jouer à ce jeu? C'est comme si tout on doit converger vers le MRC, mais vous pouvez aussi amener les uns les autres à comprendre que le MRC peut converger vers l'UNDP, un grand parti. Je vous rassure, vous n'avez pas le poids de faire le désordre face à moi. Je vous le garantis. Donc de grâce, ne vous essayez plus. Je vous en prie. Bien. C'est l'intimidation que vous faites dans votre parti au lieu de débattre. J'étais en train de dire, Serge Alonto, que le MRC n'éprouve aucun problème à avoir tous les ralliements possibles de notre côté. Mais ceci étant, après avoir dit cela, et pour finir rapidement sur une parenthèse, on a parlé, si j'ai entendu parler de démocratie. Si la démocratie, c'est d'empêcher les leaders d'opposition de voir leurs militants, alors oui, nous sommes dans un pays démocratique. Si la démocratie, c'est d'avoir la main mise, le pouvoir exécutif a la main mise sur le pouvoir judiciaire, même le pouvoir législatif, alors oui, nous sommes dans un pays démocratique. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est quoi, c'est Charlotte? C'est que le désaveu, n'est-ce pas, ou le probable désaveu que nous souhaitons être constructif, ne devra pas nous faire perdre de vue les enjeux. Et quels seraient les enjeux? C'est l'élection présidentielle qui arrive. Pourquoi est-ce que l'élection présidentielle est un enjeu majeur actuellement? Premièrement, il est important d'évoquer le trouble fait de l'ECAM. Parce que lorsque M. Pierre Kodo ici a parlé en disant qu'il faudrait effectivement rompre avec le système, oui, tout à fait. Nous sommes complètement d'accord au MRC. Il faut rompre avec le système. Mais de quelle façon? Nous nous souvenons qu'il y a eu une convention entre l'ONU et l'ECAM, tout récemment, le 9 mai, si mes souvenirs sont exacts, où il était question, ou alors, après maintes rappels du MRC, sur le fait que la publication de cette convention soit mise à jour pour le Camerounais, et ça encore, c'est une marque d'affection du professeur Maurice Kamto, qui a demandé à ce que l'ECAM puisse publier cette convention pour que les Camerounais prennent connaissance de cela. Donc, après plusieurs relances, la direction de l'ECAM, qui a d'abord fait une conférence de presse, je crois le 14, a dit carrément que non, en fait, la convention a eu lieu simplement parce que c'est les Nations Unies qui ont sollicité, n'est-ce pas, cette convention. Alors que non. Quand on a enfin eu connaissance de ce projet, le 5 juin, il était question que dans ce projet, on a découvert que c'est l'ECAM qui a fait appel aux Nations Unies, n'est-ce pas, dans le but de, l'ECAM, il a dit, il est question d'une assistance technique. Voilà. l'ECAM a demandé. Non, donc personne n'a jamais dit le contraire. Non. C'est l'ECAM qui a sollicité. l'ECAM avait dit le contraire le 14 mai lors de sa conférence de presse, en disant que ce sont les Nations Unies qui l'ont sollicité. Oui. Alors que c'est l'ECAM qui a sollicité les Nations Unies dans le but d'une assistance technique. Non, c'est un trouble fait, monsieur Serge Alonto. Je ne sors pas du débat. Non. Parce que ici, si vous permettez. Je vous en prie. Si vous permettez. Le comité central. Tout à fait. Tout à fait. Le comité central dont il est question ici, c'est en vue des présidentielles 2025. On ne saurait parler si on parle. Si le débat du comité est sur la table aujourd'hui. Monsieur Serge Alonto, si le débat du comité est sur la table aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les présidentielles qui sont en vue. Et on ne peut pas parler de présidentielles sans parler d'élections. On ne peut pas parler d'élections sans parler de l'ECAM. Et si on parle de l'ECAM, alors on devrait pouvoir soulever le trouble fait du jeu de l'ECAM. Ça, c'est très important. Et le professeur Maurice Kamto l'a largement relayé. Il a suffisamment dit. À plusieurs niveaux, et l'ECAM a joué un jeu qui n'était pas correct pour autant. Et quand nous le disons, c'est pas seulement pour invectiver, c'est pas seulement pour critiquer, mais c'est pour rappeler davantage aux responsables de l'ECAM qu'il est encore temps de savoir comment faire les choses et de savoir bien faire les choses. Parce que l'enjeu est on ne peut plus important. Ok, merci. Maintenant, pour les autres, M. Kamto a démissionné. Il n'a pas été élu
Il n'a pas été élu. Monsieur Kamto n'a même pas gagné dans son barème natal et son départ du gouvernement n'a pas eu un réel impact. Paul Biya a toujours été élu. Le RDPC a gagné une majorité obèse dans le Parlement camerounais. Au-delà de ceux-là qui sont partis peu avant les élections, il y a Marafa Miluyaya qui était un véritable poids politique. Quand il quitte le gouvernement, tout le monde vous a dit, avec le départ de Marafa Miluyaya, le RDPC est fini. Mais cette petite ouverture de Tiroma qui parle du président Biya qui pourrait ne pas être candidat, la question est simple. Si Paul Biya est candidat, Tiroma sera-t-il encore candidat? Le temps me le dira. Alors je vais utiliser vos mots. Tout à l'heure, vous avez qualifié Issa Tiroma Bakary d'être un pouvoir politique. Est-ce que sa démission aujourd'hui peut avoir des incidences en ce qui concerne les prochaines élections présidentielles? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'un homme politique de poids démissionne. Je pense que si on met les hommes politiques sur la balance, la première véritable démission, la démission jusque-là qui pèse, ça a été la démission de Gaga Manadji. Il était ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il était très respecté parce qu'il bénéficie d'une intégrité à toute épreuve. Et son épouse était également proviseur du lycée de Collecteur, si je ne me trompe pas. Les deux ont démissionné le même jour. Et tout le monde savait que la démission de Gaga Manadji aura un impact. Oui, la démission de Gaga Manadji avait un impact parce qu'elle est devenue directeur de campagne de Fundi et on connaît le score que Fundi a eu. Mais pour les autres, M. Kamto a démissionné. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. M. Kamto n'a même pas gagné dans son barème natal et son départ du gouvernement n'a pas eu un réel impact. Paul Biya a toujours été élu. Le RDPC a gagné une majorité obèse dans le Parlement camerounais. Au-delà de ceux-là qui sont partis peu avant les élections, il y a Marafa Miluyaya qui était un véritable poids politique. Quand il quitte le gouvernement, tout le monde vous a dit, avec le départ de Marafa Miluyaya, le RDPC est fini. Mais le RDPC est là. Paul Biya a été réélu. Il est toujours en poste. Il y a eu également l'arrestation de Yaya Mohamed. On nous a dit qu'avec le départ de Yaya Mohamed, c'est compliqué pour le RDPC. Le RDPC reste en poste. Paul Biya a toujours gagné. C'est qu'il faut comprendre que c'est le RDPC, la première lettre du RDPC. Rassemblement. Le RDPC, c'est un parti qui rassemble. La plupart des opposants de Paul Biya sont les anciens militants du RDPC, dans leur immense majorité. La plupart. Donc ils partent, ils reviennent, ils font de tout, mais le RDPC est installé, il est assis. Je respecte Issa Tiroma Bakary, sa formation politique pour le moment n'a que 2 élus en ce qui concerne la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale. Donc politiquement, il pèse peut-être, mais est-ce que ce poids peut avoir une influence sur une réélection du président Biya? J'en doute. Alors, pour cette petite ouverture de Tiroma qui parle du président Biya qui pourrait ne pas être candidat, la question est simple. Si Paul Biya est candidat, Tiroma sera-t-il encore candidat? Le temps me le dira. Moi également, je vais faire une petite ouverture sur le président de la République Paul Biya. Si vous étiez son conseiller, que lui direz-vous aujourd'hui? C'est compliqué quand même de se mettre à la place du conseil du président Biya. Écoutez, moi, je pense que les silences de Paul Biya ont toujours été précieux pour le Cameroun. Toujours été précieux. C'est ça qui nous a permis notamment de gagner des grands combats, la lutte contre les Makiza, Boko Haram, et le fait aujourd'hui qu'il y a une sorte de pacification de la partie anglophone du Cameroun. Mais je pense qu'aujourd'hui, si c'était le conseil du président Biya, je lui dirais que monsieur le président, mettons entre parenthèses les silences. Si j'étais le conseil du président Biya, je lui demanderais de procéder à un réaménagement du gouvernement, ce qui est différent du remaniement ministériel. Le réaménagement, il est léger. Si il me pose la question, qu'est-ce que je dois faire dans ce réaménagement? Je vais chercher des hommes politiques forts dans la partie septentrionale qui peuvent faire le contrepoids si jamais la candidature de Tiroma est confirmée jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je ferais? Je nommerais M. Ibrahim Talba Mala, ministre d'État, ministre de l'économie et de la planification du territoire. Ibrahim Talba Mala est de la partie septentrionale du pays. Il remplace Alamine, mais ils sont de la même région. Je prendrais Aminatou Aïdjo, je la nommerai ministre du tourisme et des loisirs. Aminatou Aïdjo est de Gawa. Comme Issa Tiroma Bakary, elle est également très aimée à Gawa. C'est quand même la fille de l'ancien chef de l'État. Je me battrai pour chercher quelqu'un au FSNC, parmi les députés du FSNC, pour qu'il devienne ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et actuellement, il y a 3 postes qui sont libres dans le gouvernement. Il y a le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture qui n'est pas en poste. Je chercherai un jeune, mais alors un jeune de la Meufouya Famba pour remplacer Madame Abena, c'est comment elle s'appelle? Il y a un ministre de l'Agriculture qui est décédé, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, je la remplacerai par un jeune de la Meufouya Famba. Je me nommerai Ali Bachir, qui est d'Engaoundéré, je crois qu'il est d'Engaoundéré si je ne me trompe pas, au secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, et je ferai passer le ministre Manaouda Malachi, ministre d'État. En dehors de ça, au ministère de Fougali, qui occupe le ministère là, je nommerai également un jeune Camerounais de l'Est du Cameroun, parce que la révolte, ou tout au moins les signaux ne viennent pas simplement du Nord. Il faut essayer de régler un certain problème. Mais comme on est à l'approche de l'élection présidentielle, on ne peut pas faire un remaniement à large échelle. On fait ce petit réaménagement là, et je pense qu'avec ça, c'est un signal fort que le chef de l'État va envoyer d'abord à la partie septentrionale, mais également à tous les Camerounais. Mais attention, une chose, le chef de l'État a son temps, on ne le bouscule pas. Pour ceux qui connaissent le chef de l'État, mes conseils là ne passeront forcément pas, parce qu'il n'agit pas sur le coup du chantage, ou tout au moins de la pression. Il a son temps et le temps lui donne toujours raison. Moi j'aime toujours laisser M. Obama. Quel bilan? Quand on dit bilan d'échec, le président est le premier artificier de l'échec de ce pays. Si vous dites, article 66, je vous dis quelque chose. On dit dans la loi sur la déclaration des biens. Et puis les gars, ils font quoi? Vous savez, quand ils ne veulent pas appliquer quelque chose, on vous met des décrets d'application à l'intérieur de la loi. C'est-à-dire, on dit à M. Nkoupit, vous à l'Assemblée nationale, contentez tout de voter la loi sur la déclaration des biens. Et quand ils vous proposent la loi, parce que c'est des projets de loi, on met une trace et on dit telle modalité fera l'objet des décrets d'application. Alors la loi date de 2006 et l'honorable a cité le 27 avril 2006 et on dit, ben, quand est-ce que le décret d'application qui va justement mettre en place toutes les commissions, membres sur membres, qui sont chargés d'entendre chaque gestionnaire nommé de ce pays jusqu'au grade qu'il a cité,
avant son entrée en fonction et après son entrée en fonction. Qui? Ce décret n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui empêche donc ce décret d'application de sortir? On dit les décrets sont d'application, du moins, sont de signature discrétionnaire. Qui a donc la discrétion du décret? C'est bien Paul Biya. Et nous sommes aujourd'hui à 19 ans. Personne n'a déclaré c'est bien. Voilà, vous avez monsieur quelque part là-bas à Tinga, pas à Tinga, oui, justement, on parlait de congrès à la CONAC, qui justement était ministre, 89, 91, quelque chose comme ça, à Gaga. On vole, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Biya là plutôt j'ai envoyé au quartier. Parce qu'il venait justement dénoncer des choses qui lui plaisaient lui. Donc il faut comprendre que c'est le premier artificier du mal-être du Cameroun. Donc il est dans l'échec, monsieur Obama. Mais nous disons simplement, et je sors par là, que lorsque l'on parle donc du bilan aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut pas savoir si vous avez détaché le Cameroun de la France. Si vous avez détaché le Cameroun, je ne sais pas de quelle autre puissance. Si vous êtes parti en Chine, si vous avez fait ceci en Russie, avec la Russie, non. Le peuple camerounais veut savoir, est-ce que lorsqu'on me donne mon petit salaire à la fin du mois, est-ce qu'il suffit à me faire vivre moi et ma famille et tous mes enfants, peut-être ceux qui me sont attachés du 1er au 30 du mois. Voilà la grande question. Quand on va au marché, le taux d'inflation, il est de combien? Et puis, il se pose aussi des questions. Est-ce que ceux qui me dirigent aujourd'hui, moi, petit individu du peuple camerounais, reflètent même la morale et la rigueur? Parce que rigueur et moralisation ne sont pas les diptyques, ne sont pas un diptyque du président Paul Biya. Rigueur et moralisation, l'honorable l'a dit tout à l'heure, congrès de 80, 10 juillet 80, c'est le président Aïdjo, UNC. Rigueur et moralisation. Mais l'homme s'est arrangé sur le plan politique à diluer toute la rigueur, à diluer toute la moralisation et toute la morale, a rendu le pays, a mis le pays dans un marasme d'immoralité aujourd'hui. Qu'on a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne méritent rien d'être là où ils sont, mais pourtant, leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État, plus on détourne, plus encore on est responsabilisé. Et vous voyez aujourd'hui, l'homme prenant de l'âge, on se retrouve dans une situation où on se dit, il n'arrive même plus à contrôler sa propre machine. Parce que le bilan est dans celui-là. Le bilan d'un homme, en fait, qui a fait plus de 40 années, nous sommes à la 43e année de pouvoir, mais qui n'a pas pu tenir sa machine. Et aujourd'hui, on comprend que la machine de son parti, comme le dit l'honorable tout à l'heure, se croit déjà proche du pouvoir. C'est-à-dire que s'entend que celui qui l'a toujours favorisé, celui qui a toujours porté cette machine-là, s'en va déjà de l'autre côté pratiquement. Alors, il est question pour elle de freiner des quatre fers, de reculer et de le laisser aller dans le gnouf de l'histoire et peut-être de chercher, comme on dit souvent, un autre dauphin pour le remplacer et continuer à faire comme d'habitude.